Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons vin. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un vin emblématique du patrimoine français, le champagne. Pour un mariage, pour un anniversaire ou simplement pour un petit apéro entre amis, il y a toujours une bonne occasion d'ouvrir une bouteille de champagne. Choisir la bonne bouteille, en revanche, c'est pas toujours simple. Il y a tellement de producteurs, de gammes et de styles différents qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Si vous êtes amateur de champagne, vous avez peut-être déjà entendu parler de blanc de blanc, de grand cru, d'extra brut, mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière ces termes? Dans cet épisode, je vous présente 5 paramètres pour établir la carte d'identité d'un champagne et être sûr de faire le bon choix. Le premier paramètre qui caractérise un champagne, c'est évidemment sa couleur. Deux options possibles, blanc ou rosé. Avec un champagne blanc, on ira plutôt chercher la finesse, la fraîcheur, l'élégance. Avec un champagne rosé, on aura quelque chose de plus affirmé, de plus fruité, de plus vineux. Attention, vineux, c'est pas un terme péjoratif. Ça veut simplement dire que la sensation d'alcool, de puissance, de corpulence sera plus nette dans un champagne rosé que dans un champagne blanc. Traditionnellement, le champagne est non millésimé. Il n'y a alors pas d'année précisée sur l'étiquette. Ça veut dire que le champagne est en fait un mélange de plusieurs récoltes. Souvent, c'est une majorité de la dernière récolte à laquelle on ajoute des restes des récoltes précédentes qui n'ont pas été mis en bouteille et qui sont toujours en train de vieillir dans les caves du producteur. D'ailleurs, ces restes portent un nom, on les appelle les vins de réserve. L'intérêt pour le producteur, c'est de pouvoir produire un champagne dont le style et la qualité varient très peu au fil des années, en particulier quand il y a une mauvaise récolte. Si la récolte est moyenne, on utilisera un peu plus de vin de réserve. Si la récolte est bonne, on utilisera un peu moins de vin de réserve. Et si la récolte est vraiment très bonne, le producteur peut décider de l'isoler pour ne pas la gâcher en la mélangeant avec des vins de réserve. C'est ce qu'on appelle un champagne millésimé. C'est un champagne qui est issu d'une seule récolte et dont l'année est précisée sur l'étiquette. Alors qu'est-ce que ça change, millésimé ou non? Au-delà du prix, ça change principalement deux choses: la conservation et les arômes. Le champagne non millésimé est fait pour être bu rapidement. Il peut se conserver 1 à 3 ans maximum après achat, même si c'est pas forcément le but. C'est typiquement le champagne du plaisir et de la spontanéité. Beaucoup de fraîcheur, de vivacité, de légèreté, des arômes d'agrumes, de fruits blancs, de fleurs, parfois aussi quelques arômes gourmands de beurre ou de brioche. Le champagne non millésimé, c'est un peu la valeur sûre. Le style et le goût varient très peu d'une année à l'autre donc, et on retrouve dans chaque bouteille un peu comme la vision du champagne du producteur ou de la grande maison. A l'inverse, le champagne millésimé illustre toute la spécificité d'un terroir et d'une année. C'est un champagne qui développe souvent des arômes plus évolués, plus complexes, avec des notes de miel, de fruits confits, de fruits secs, d'épices et même d'oxydation. Et pour que ces arômes se développent, il faut lui laisser du temps. Les meilleures cuvées peuvent d'ailleurs se garder plus de 10 ans sans problème si les conditions de stockage sont bonnes. Pour pleinement apprécier un champagne millésimé, on évite de le boire trop froid, on le sert plutôt dans un verre à vin blanc pour bien lui laisser développer ses arômes, et on n'hésite pas à déboucher la bouteille quelques minutes à l'avance afin de laisser le champagne respirer. Le champagne millésimé, c'est plutôt un champagne de repas. Il aura la personnalité, la puissance et la richesse pour accompagner un beau poisson ou une volaille. Après, rien ne vous empêche évidemment d'ouvrir une belle cuvée millésimée pour un apéritif un peu chic et haut de gamme, surtout si c'est pour accompagner un fromage bien affiné. Au risque de briser un mythe, le champagne, c'est pas uniquement du vin et des bulles. C'est aussi du sucre qu'on va venir rajouter directement dans la bouteille juste avant de la refermer et de la commercialiser. Et c'est précisément cette dernière étape de fabrication qu'on appelle le dosage. Bon, je vous rassure, on verse pas du sucre en poudre comme ça dans la bouteille. On utilise un mélange de vin blanc de champagne et de sucre qu'on appelle liqueur de dosage ou liqueur d'expédition. Je vais pas vous expliquer maintenant comment on fabrique du champagne et pourquoi on a besoin de faire ce dosage, mais disons que c'est un moyen d'effectuer les finitions, d'équilibrer l'acidité et d'apporter une dernière touche aromatique au champagne. Chaque producteur est libre de faire sa liqueur de dosage comme il le souhaite, et selon la quantité de sucre utilisée dans cette liqueur, on obtiendra un champagne plus ou moins sucré. Les différents dosages possibles du plus sucré au moins sucré sont doux, demi-sec, sec, extra dry, brut et extra brut. Le plus répandu est bien sûr le brut, qui correspond en gros à un ni trop ni pas assez. C'est un dosage intermédiaire qui donne des champagnes classiques
pas trop sucré, qui se déguste aussi bien à l'apéritif qu'au repas. Le demi-sec, c'est le champagne sucré par excellence. Pour les inconditionnels du champagne au dessert, partez donc sur un demi-sec plutôt qu'un brut. Quand il est dosé en extra brut, le champagne est beaucoup plus vif, plus minéral, parfois même iodé. Le goût du raisin et du terroir ressort plus nettement. C'est un choix intéressant et original pour un apéritif tout en fraîcheur, sans risquer d'alourdir inutilement le palais. C'est aussi une très bonne idée pour accompagner un plateau de fruits de mer par exemple. Depuis quelques années, les champagnes faiblement dosés, réputés pour leur fraîcheur et pour leur authenticité, sont de plus en plus à la mode. Certains producteurs ont même poussé le concept encore plus loin en proposant une nouvelle catégorie de champagne, les champagnes non dosés, c'est-à-dire sans aucun sucre ajouté. Plusieurs noms existent pour désigner ce dosage, non dosé, brut nature ou encore brut zéro. Le champagne non dosé, c'est assez particulier, ça peut même surprendre la première fois. C'est très vif, presque tranchant en bouche, on a vraiment l'impression de croquer le raisin. Imaginez par exemple un Sancerre ou un Pouilly fumé qui pétille. Original, non? Le champagne non dosé, c'est sûrement le champagne le plus difficile à appréhender, mais c'est aussi celui qui permet le plus d'accords surprenants. Si vous êtes curieux, essayez donc avec des sushis ou du saumon fumé. Pour produire du champagne, les vignerons ont le droit d'assembler jusqu'à 7 cépages différents, même si en pratique, on en retient sur 3 qui dominent la production. Le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Le chardonnay va apporter de la finesse, de la fraîcheur et de l'élégance au champagne. Côté arôme, on va avoir les agrumes, la pomme, la poire, les fruits secs, mais aussi des notes florales, des notes minérales et même quelques nuances beurrées voire briochées. Le pinot noir va apporter du corps et de la puissance au champagne. Côté arôme, on va avoir la pomme, la prune, la cerise, la mirabelle, les fruits secs, mais aussi des arômes plus complexes d'épices, de miel, de moka, de fumée, voire même de boisé. Le pinot meunier va apporter de la souplesse, de la rondeur et de la gourmandise au champagne. Côté arôme, on va avoir essentiellement du fruit. La pomme, la reine Claude, la pêche, l'abricot ou encore les fruits secs. À partir de là, le producteur va décider dans quelle proportion il utilise tel ou tel cépage afin de forger la personnalité aromatique de son champagne. L'assemblage le plus classique, c'est le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Autant de chardonnay que de pinot noir, que de pinot meunier. Ça donne des champagnes assez ordinaires, pas forcément mauvais, mais qui peuvent parfois manquer de personnalité et de caractère. On rencontre aussi le blanc de blanc, qui désigne un assemblage 100% chardonnay. C'est le choix idéal pour les personnes qui pensent ne pas aimer le champagne, car c'est léger, c'est fin, c'est très élégant. Pas de jaloux, on peut aussi faire l'inverse avec le blanc de noir, qui désigne un assemblage 100% pinot noir et ou pinot meunier. Ça donne en général un champagne plus puissant, plus complexe, plus intense avec une belle couleur dorée. Mais le plus souvent, les producteurs préfèrent opter pour des assemblages personnalisés qui deviennent un peu leur marque de fabrique. C'est d'autant plus vrai pour les grandes maisons qui développent une véritable signature aromatique et gustative. Par exemple, chez Veuve Clicquot, tous les champagnes sont à dominante pinot noir, suivi du chardonnay et très peu de meunier. On parle alors du style Veuve Clicquot ou du goût Veuve Clicquot. Chez Dom Pérignon, l'assemblage exact est carrément tenu secret et change légèrement d'un millésime à un autre pour s'adapter à la récolte. Pour les cuvées prestigieuses, on rencontre souvent des assemblages très proches du 100% et composés quasi exclusivement de pinot noir et de chardonnay. Par exemple 90% pinot noir, 10% chardonnay, ou encore 80% chardonnay, 20% pinot noir. En Champagne, chaque parcelle de vigne est rattachée à un village selon son emplacement géographique. Et évidemment, tous les emplacements et donc tous les villages ne se valent pas d'un point de vue qualitatif. Certains sont mieux exposés, certains ont un sol plus riche ou au contraire plus pauvre, certains sont mieux drainés, etc. Comme on estime que certains villages ont un meilleur potentiel que d'autres, on les a classés en 3 catégories. Les villages non classés, les villages classés premier cru, et le top du top, les villages classés grand cru. Ça signifie que si un village est classé grand cru, alors tous les champagnes produits exclusivement à partir des parcelles rattachées à ce village pourront utiliser la mention grand cru sur leur étiquette. Alors premier cru, grand cru, qu'est-ce que ça change? Forcément, ça va un petit peu influencer le prix, mais ça va surtout influencer le goût et les arômes. Plus on monte dans l'échelle des crus, et plus les arômes seront fins, seront subtils, seront complexes, plus les champagnes seront raffinés.
Par contre, attention, ça n'a pas un gros impact sur la capacité de garde du champagne. Ça, c'est plutôt une histoire de millésime, comme on l'a vu tout à l'heure. Un champagne grand cru non millésimé se conservera probablement moins longtemps qu'un champagne non classé, mais millésimé. Voilà, on vient de voir ensemble les 5 paramètres à prendre en compte au moment de choisir un champagne: la couleur, le millésime, le dosage, l'assemblage et l'échelle des crus. Tous ces paramètres sont totalement indépendants les uns des autres et sont la plupart du temps inscrits sur l'étiquette. Parfois il faut un peu creuser, notamment avec les grandes maisons qui ne prennent pas toujours la peine de détailler toutes ces informations sur l'étiquette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à demander conseil à votre caviste ou à vous renseigner sur internet, sur un site spécialisé ou même mieux directement sur le site du producteur. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre cave à vin préférée pour choisir votre champagne en toute sérénité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en savoir plus sur le monde du vin. Et comme toujours, buvez peu, mais buvez mieux.